Libre penseuse, libre penseur, bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne Océan de Coach, chaîne 100% coaching. Ici, Mélanie Ainaro Caveri, coach professionnel, et nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau bric-à-brac d'idées qui se veut comme la poursuite du précédent qui était s'instruire par le livre, et aujourd'hui, ça va être de questionner le livre. Donc, questionnons le livre. Poursuivons donc ce voyage avec Joseph Jacotot. Et peut-être avant d'aller un peu plus loin, de questionner ce livre, d'approfondir cette aventure, revenons un peu sur qui est Joseph Jacotot, qui est ce pédagogue. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs et d'autres pédagogues qui ont écrit sur lui. Il y a Jacques Rancière, il y a aussi Philippe Mérieux, et il y a aussi ce concept, quand on parle de lui, qui est le maître ignorant. Peut-on transmettre à quelqu'un quelque chose dont on n'a pas? Et pourquoi on se pose cette question? C'est parce que ce cher monsieur, ce Joseph Jacotot, il est connu pour avoir mené une aventure intellectuelle plutôt étonnante. C'est le fait d'avoir pu permettre à des enfants, heu, hollandais qui ne parlaient pas français de les apprendre à parler français, alors même que lui, donc Joseph Jacotot, il ne savait pas parler hollandais. Et donc il a développé une méthode qui a permis à ces enfants-là de s'accaparer d'un savoir, alors même que l'enseignant n'avait pas ce savoir, de s'accaparer ce savoir-là, sans l'intervention traditionnelle de l'enseignant. Et c'est là qu'il y a cette histoire d'enseignant ignorant. Alors, penchons-nous un peu sur ce texte, qui est avec cette forte affirmation: «Tous les hommes ont une intelligence égale et peuvent s'instruire par le livre». Donc, à toute fin utile, c'est le texte de Joseph Jacotot, Enseignement universel, langue maternelle. Et dans le texte que nous avons lu, alors, Jacques, quel est l'intérêt aussi de voir ça, de s'intéresser à cela? C'est déjà, je pense que ça s'adresse à toute personne qui soit aime apprendre ou souhaite aimer apprendre ou souhaite apprendre à faire apprendre ou aimer à faire apprendre aussi. Donc, à toute personne qui a envie d'apprendre, et tout pédagogue, formateur, des accompagnateurs, des coachs, et cetera, des managers aussi. On est des parents aussi. On est souvent amenés aussi à tran que ce soit de manière officieuse, non, à transmettre, voilà, en tout cas, à interagir avec l'autre pour que celui-ci puisse, progresser d'une façon ou d'une autre. Et c et dans ce texte, il y a une chose quand même forte que Joseph Jacotot, excusez-moi, Jacotot nous dit, eh bien, c'est que là-dedans, tant que vous ne ferez que m'écouter, vous n'apprendrez rien, vous ne retiendrez rien, vous ne me comprendrez même pas. Donc, c'est l'importance de se pencher sur l'application. C'est-à-dire, ce qu'il évoque ici peut être, selon, les conceptions que l'on a, soit, peut-être trop étonnant, peut-être trop fantaisiste, ou pour d'autres personnes, au contraire, ça va être, très, très simple et très, agréable à lire. Mais cette compréhension,
la réelle compréhension, le fait de prendre en chair cet apprentissage-là, ça va se faire par l'application. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui aussi pour se pencher un petit peu plus dans cette application. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit lui finalement, Joseph Jacotot? C'est: «Choisissez un livre et sachez un livre et rapportez-y tous les autres». Voilà sa méthode. Mais quand il dit: «Sachez un livre», ce n'est pas juste de le lire une fois, c'est vraiment d'en comprendre, les recoins, de maîtriser ce livre. Et donc nous allons faire un pas aujourd'hui, dans ce live, nous allons faire un pas supplémentaire qui amène à une maîtrise. Alors là, ce n'est pas un livre en entier, mais d'un texte. Et donc, sans plus attendre, commençons cela. Donc il y a ce principe fort qui est énoncé: tous les hommes ont une intelligence égale. Et là donc que nous dit finalement Joseph Jacotot? Il nous explique le contexte de ce principe-là et il donne également, voilà, il donne le contexte et la filiation aussi. Donc la filiation de tous les hommes ont une intelligence égale, ça va être, Descartes et Newton qui citent là-dedans. Donc je cite la phrase: «Ce n'est pas là la maxime de tous nos savants», c'est-à-dire là, il dit bien que pas tout pas tous les savants, pas toutes, les personnes sont d'accord, s'accordent à dire oui, à accepter ce principe pour vrai, mais il énonce donc Descartes et Newton ici, qui qui justement est dans cette optique-là. Donc il y a une filiation, on va dire, avec ces grands penseurs. Puis il rajoute: «Ce qui pourtant ne prouve rien». Voilà. On n'est pas dans un argument d'autorité, c'est pas parce qu'un tel a dit ça que c'est vrai, mais on contextualise. Alors ici, à ce niveau, donc on dit: «Questionnons le livre». Lorsqu'on voit cet écrit, lorsqu'on voit cette phrase: «Ce n'est pas là la maxime de tous nos savants, mais c'est celle de Descartes et de Newton, ce qui pourtant ne prouve rien». Là-dedans, dans Dans cette phrase, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, qui s'oppose à ça? À dire, «Tous les hommes ont une intelligence égale»? On peut déjà c'est-à-dire là, dans cet écrit, on n'aura pas la réponse, mais on peut déjà, au support de cet exercice, se poser cette question pour le futur. C'est-à-dire, qui finalement n'est pas d'accord avec, ce principe-là? Et donc ce qui pourrait ouvrir une quête secondaire, j'ai envie de dire, une quête secondaire qui va permettre par la suite parce que il a bien dit: «Sachez un livre et rapportez-y avec tous les autres». Et donc on va pouvoir, confronter avec d'autres idées. Lui, ici, il a parlé de livres, on peut élargir aussi le champ. Ça peut être, ce qu'on a vu dans un reportage, dans un article, là, ça peut avoir un autre support dans lequel, si on voit qu'il y a une contradiction, il y a quelque chose qui viendrait, sur lequel on va pouvoir, faire une comparaison ou bien qui viendrait renforcer aussi. Eh bien, on va pouvoir pour renforcer ou préciser, détailler, donc on va pouvoir, mettre de côté, ce qui va permettre d'enrichir, de faire dialoguer déjà là ce support-là qu'on a avec le donc voilà, ce n'est pas là la maxime de tous nos savants, mais c'est celle de Descartes et Newton, ce qui pourtant ne prouve rien. Et donc, là, je vais peut-être me noter une quête à faire, un mystère à soulever pour mieux comprendre, pour, contextualiser au-delà de au-delà de ce qui est dit dans ce texte-là. Et aussi, je vais pouvoir m'interroger aussi, parce qu'ici, là, l'auteur, il me dit: «Mais c'est celle de Descartes et de Newton». Là, imaginons que je ne connais pas, ou alors que j'ai juste une connaissance vague. Voilà, Newton, je me dis: «C'est le gars avec, il y a la pomme qui est tombée sur sa tête» ou imaginons que je ne sais pas tellement qu'est-ce qu'il y a? Ou alors je vois le mot gravité, mais je ne sais pas, en quoi Newton vraiment il est alimenté, en quoi est-ce si ça se trouve, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? En quoi c'est vrai et en quoi ça ne l'est pas?
et dans quel détail. Donc ça peut être encore une autre carte et de la même chose pour Descartes. Descartes, je sais, lui, il a dit, «Je pense donc je suis». Heu, Peut-être que je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait? Quel concept finalement va venir, valider comment sa pensée va venir valider donc ce principe-là, tous les hommes ont une intelligence égale. Et donc vous voyez là, imaginez même sans culture générale, en fait, même s'il y a imaginons il y a une carence ici, mais même avec ça, je vais pouvoir construire quelque chose. Parce que là déjà je construis, bah, des énigmes qui vont pouvoir me permettre de mobiliser pour aller, à la recherche, de nouveaux savoirs. Aller, à la recherche, aller confronter ou alors encore mieux, imaginons que j'ai un savoir, mais ça se trouve je crois que c'est quelque chose. Imaginons que je crois, vraiment je crois que cette histoire de pomme, mais qu'en fait il n'en est rien et que c'était pas vrai ou je sais pas. Donc mes recherches vont permettre d'élucider ça, de préciser et ça va permettre d'établir, une connaissance plus grande et dans le contexte de ce texte-là. Et donc ce qui est intéressant dans cette démarche-là, ça serait c'est de dire: «Oui, on prend un texte, mais quelque part, on n'est pas endoctriné par ce texte-là, on mobilise également notre esprit critique. On suspend notre jugement. Ah d'accord, là, ce monsieur-là, il a dit, il a cité Descartes et Newton, mais je sais pas, est-ce que c'est vrai? Ou je sais pas dans quelles conditions c'est vrai. Et je sais pas non plus, quelles sont les positions contraires. Donc là, ça m'ouvre à des questions et à des possibilités de me mobiliser par la suite et donc de voir comment je vais organiser mon travail. Donc il y a la quête principale, le livre, mais également, j'allais dire les quêtes secondaires qui peuvent amener à de belles découvertes dans des domaines dans lesquels on n'avait pas pensé tout de suite. Donc Joseph Jacotot, quand il parle de ce principe, il dit: «Voilà, si j'ai commencé par donner à entendre que je suppose une intelligence égale dans tous les hommes, mon projet n'est pas de soutenir cette thèse contre qui que ce soit». Là, on comprend ici, l'idée c'est pas de débattre. Ici, c'est plutôt ce principe-là est plutôt un principe directeur. C'est un principe directeur parce que, il prend ce principe-là en voilà, dans son esprit, c'est ce qui va influencer sa façon de se mouvoir et sa façon de s'interroger et sa façon également de ça va influencer sa capacité à concevoir à concevoir, une méthodologie. Concevoir une méthodologie et là, ici, donc il en a créé une méthode, donc s'instruire par le livre et là-dedans, il dit bien que ce principe directeur, alors ça dépasse l'idée de débat. L'idée ici, et il adresse même un message à la critique, c'est-à-dire que si par exemple le principe directeur s'écroule, donc par conséquence, les fruits dont il apporte, enfin la méthode qui est venue, eh bien, doit également s'écrouler. Et ici, eh bien, il appelle finalement à prendre en considération, au-delà, par exemple, ça serait finalement de dissocier cette validité-là du principe directeur, donc tous les hommes ont une intelligence égale, de la méthode qu'il a conçue lui, en croyant, en étant, mobilisé, par l'effet de ce principe-là. Il demande donc il appelle à regarder l'efficacité de la méthode, au-delà de ça. De regarder, là on est sur, de l'expérimental, on est sur, l'efficacité même. Voilà, donc il dit
Cependant, dira une critique, si votre méthode est basée sur ce fondement fragile, la base croulant, l'échafaudage, c'est-à-dire la méthode doit s'écrouler aussi. Je pourrais répondre aux critiques, si ma méthode conduit à un résultat satisfaisant, la vérité de ce fait ne dépend pas plus de mon opinion que de la vôtre. Quand je ne démontrerai pas clairement que la route doit conduire au but, il ne s'ensuivrait pas que je ne l'ai pas atteint. Donc là, nous voyons dans cet article-là, enfin dans ce texte-là, il donne une place à la critique. Il donne une place à la critique et il donne finalement aussi une mise en garde. Il donne aussi, il influence, il demande à regarder donc, à examiner cette efficacité-là. Ensuite, ce qu'il fait également là-dedans, c'est qu'il s'adresse aussi aux personnes qui seront, plus amenées à accepter, à adhérer à son message. Donc, des messages aux partisans, aux potentiels partisans. Et d'ailleurs, il y a une petite flatterie là-dedans aussi. Voilà, c'est si ce livre tombe par hasard entre les mains d'un savant étranger qui va y diriger une éducation d'après ma méthode, je me contenterai de lui dire: faites apprendre un livre à votre élève, lisez-le vous-même et souvent, et vérifiez si l'élève comprend tout ce qu'il sait. Donc on voit bien là-dedans, alors déjà, voilà, il y a la petite flatterie, le savant étranger, mais en même temps, hem, là-dedans, c'est là encore où on voit lisez-le vous-même et souvent, donc c'est pas lire une seule fois, ça montre, ça demande plusieurs lectures, ça demande une certaine maîtrise et donc pour savoir s'il y a véritablement maîtrise, ça demande des exercices. Donc il parle de vérifier si l'élève comprend tout ce qu'il sait. Donc là, si on est dans une démarche, soit une démarche, pédagogique avec, autrui, eh bien, donc il va falloir créer des situations là-dedans qui va permettre qui va faire que l'on va revoir souvent ce texte, être amené à le revoir plusieurs fois, à le lire dans différentes situations, mais également à réfléchir à des situations dans lesquelles on va vérifier comment il sait et dans quelle mesure. Et donc, pouvoir créer aussi des petites, peut-être inviter l'élève ou l'apprenant à aller voir, soit des tâches secondaires, aller voir des tâches précises, à expliciter le pourquoi et à faire des actes de recherche. Avoir une certaine autonomie pour permettre, l'acquisition profonde mmh, de ces connaissances-là qu'il y a dans le livre qu'on aura choisi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un concept qui est, enfin, cette distinction entre, il y a le fast learning et alors l'autre, je sais plus si c'est le slow learning ou alors le hiking learning. Et le fast learning, c'est voilà, on a vu quelque chose, imaginons là, j'ai pris le livre, j'ai pris le texte. Là ici comme exemple, on a pris ce texte-là. Imaginons que je le prends et je fais: «Ah OK, ben voilà, j'ai compris». Ben, en fait, c'est faites apprendre un livre à votre élève, lisez-le vous-même et souvent et vérifiez si l'élève comprend tout ce qu'il sait. Et donc après, voilà, vous comprenez le principe, vous vous dites que vous comprenez le principe, sans aller, plus loin, sans aller rechercher. Donc là, c'est un petit peu le fast learning où, voilà, un petit peu comme une voiture de course, il passe et il a vu un peu la route, mais sans voir un peu ce qu'il y avait autour, il y avait peut-être d'autres choses, d'autres objets que je n'ai pas vus. Des objets intéressants et finalement ma compréhension va atteindre une profondeur limitée quelque part. Puis il y a celui qui va faire comme une randonnée et qui va peut-être prendre les bâtons là
faire de la marche nordique, voilà, qui va prendre peut-être du temps, mais qui va prendre le temps d'aller regarder: «Ah là, il y a un caillou, mais le caillou, pourquoi il est ici, à ce niveau-là?» Et ça va permettre d'avoir une autre compréhension, une compréhension plus profonde, mais encore plus profonde avec laquelle il va pouvoir faire plusieurs liens, plusieurs attachements. Comme par exemple, l'exemple de tout à l'heure qui est d'aller, ces petites quêtes secondaires, d'aller rechercher, mais, que dit en quoi, en quoi c'est en accord avec, la pensée de Newton, en quoi ou Newton ou Descartes et qui finalement a émis une critique et quels étaient leurs arguments? Déjà, hem, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a un peu au-delà de ce texte-là et puis de faire, la différence entre, bah, ce qui est dit dans le cadre du texte, ce qui est dit là, ce qui est dit aussi en dehors et les différentes discussions qu'il y a. Donc on peut réfléchir le texte de manière à différents niveaux. Parce que oui, il y a aussi cette compréhension du texte même, de celui qui dit dans le cadre du texte et puis en dehors aussi du texte. En dehors et au-delà de ce que, l'auteur, me dit. Parce que ça permet aussi, bah, de faire finalement, révolutionner mes idées, de les faire, évoluer. Et imaginons que même si on voit que finalement, qu'il y a des idées ici qui peut-être, pour une raison ou une autre, on dirait qu'elles ne sont pas les meilleures, eh bien déjà ça va favoriser tout le travail de la mémoire parce qu'il y aura eu un cheminement, un point de départ et une mobilisation particulière sous forme d'enquête, d'aller voir, ailleurs, d'aller chercher ces petits recoins-là. Être un peu comme un enquêteur, quelqu'un qui cherche, les différents objets, les différentes idées, voilà et qui questionne, qui va dans j'allais dire de cet amour de la question, mais cet amour du risque aussi de voir, une idée qu'on aimait bien se faire, se faire la malle, enfin je sais pas, se faire détruire quelque part parce que et ça voilà, c'est aussi une question de suspendre son jugement aussi. C'est pour ça que c'est un côté esprit critique aussi, c'est de suspendre son jugement, le savoir sinon contextualiser, recontextualiser également. Alors, donc, je répète cette, clé importante dont il a dit: «Tant que vous ne ferez que m'écouter, vous n'apprendrez rien, vous ne retiendrez rien, vous ne me comprendrez même pas». Donc il faut vraiment se pencher, jouer le jeu. Jouer ce jeu-là, un jeu qui va rendre facile l'acquisition d'un nombre vraiment illimité de connaissances nouvelles. Parce que c'est jamais fini, d'autant plus que, bah, il y a par exemple, il y a un ou 2 auteurs, puis il y en a d'autres, qui arrivent de nouveau aussi, où on continue à repositionner, même s'il y a un nouveau auteur, peut-être que ce qu'il dit, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément mieux aussi et donc ça amène ça amène à un certain nombre d'énigmes. Là, il dit, «Les pensées de l'un deviennent un nouveau sujet de pensée pour l'autre et quand la leçon du maître n'aurait que cet avantage, rien ne peut la remplacer, même pour les hommes de génie s'il y en a. Mais écouter n'est profitable que lorsqu'on s'entend. La leçon orale est bien fugitive, le livre reste là. Je puis l'ouvrir quand il me plaît, tandis que les paroles s'envolent, on ne peut plus les retrouver.» C'est là qu'il dit: «J'ai souvent dit à mes auditeurs, tant que vous ne ferez que m'écouter, vous n'apprendrez rien, vous ne retiendrez rien, vous ne me comprendrez même pas.» Donc ici, les pensées oui, qu'il dit aussi: «La leçon orale est bien fugitive.» C'est vrai que le fait que ça soit le format écrit, ça permet aussi, bah, de pouvoir il y a cette disponibilité. Il y a cette disponibilité-là
cette, même fiabilité où on sait qu'on va pouvoir, récupérer. Et la leçon orale, si on l'a pas mise à l'écrit d'ailleurs, eh bien ça peut s'envoler, ça peut partir et donc c'était quelque chose qui était intéressant à un moment T et qui ensuite s'est évanoui. Donc voilà un peu les grandes lignes, un petit peu dans les grandes lignes là ici, pour avancer dans la une connaissance un peu plus approfondie avec ce texte-là. Ici donc peut-être pour récapituler, il affirme donc un principe, il explique pourquoi cette affirmation, il dit que c'est non pas pour débattre, mais c'est ce qui a fait naître en tout cas une méthode. Puis il dissocie la validité de cette méthode à celui du principe au principe directeur. Il propose un message à la critique, à celui qui souhaiterait donc démonter son idée, pour que cette méthode puisse être entendue même à celui qui n'est pas d'accord avec, cette égalité, d'intelligence universelle, avec le fait de tous les hommes ont une intelligence égale et peuvent s'instruire par le livre, pour toutes les personnes qui ne croient pas en l'éducabilité de chaque être. Et il, il fait également un message aux partisans et il met également en garde de ne pas rester uniquement sur ce qu'il dit aussi, c'est d'aller mettre en pratique, donc d'aller choisir un livre et de faire ce travail de maîtriser ce livre-là, de le maîtriser vraiment tout en détail, maîtriser dans le cadre du livre, en dehors du livre, c'est-à-dire s'intéresser aux discussions en dehors du livre également. Et et donc là, à ce stade, voilà les grandes lignes que j'en ai retirées et vous avez peut-être, vous, d'autres idées que vous trouvez intéressantes à dire ici qui n'a pas été dit dans le cadre de cet essai d'approfondissement, de premier en tout cas, premier approfondissement. Et à présent, je vais proposer de reprendre une deuxième lecture après avoir, dit tout ça. Ça permettra de voir par la suite qu'est-ce qui a été dit parce que parfois on peut se tromper, on peut faire des erreurs donc ça permet de peaufiner et de lisser le tout. Tous les hommes ont une intelligence égale et peuvent s'instruire par le livre. Texte de Joseph Jacotot, 1770-1840. Enseignement universel, langue maternelle, édition de Pau, Louvain, 1823. Si j'ai commencé par donner à entendre que je suppose une intelligence égale dans tous les hommes, mon projet n'est pas de soutenir cette thèse contre qui que ce soit. C'est mon opinion, il est vrai. Cette opinion m'a dirigé dans la succession des exercices qui composent l'ensemble de la méthode et voilà pourquoi je crois utile de poser en principe tous les hommes ont une intelligence égale. Ce n'est pas là la maxime de tous nos savants, mais c'est celle de Descartes et de Newton, ce qui, pourtant, ne prouve rien. Cependant, dira un critique, si votre méthode est basée sur ce fondement fragile, la base croulant, l'échafaudage, c'est-à-dire la méthode, doit s'écrouler aussi. Je pourrais répondre aux critiques si ma méthode conduit à un résultat satisfaisant. La vérité de ce fait ne dépend pas plus de mon opinion que de la vôtre, quand je ne démontrerai pas clairement que la route doit conduire au but
il ne s'ensuivrait pas que je ne l'ai pas atteint. Si ce livre tombe par hasard entre les mains d'un savant étranger qui veuille diriger une éducation d'après ma méthode, je me contenterai de lui dire: faites apprendre un livre à votre élève, lisez-le vous-même et souvent et vérifiez si l'élève comprend tout ce qu'il sait. Assurez-vous qu'il ne peut plus l'oublier, montrez-lui enfin à rapporter à ce livre tout ce qu'il apprendra par la suite et vous ferez de l'enseignement universel. Si ce peu de mots ne suffisent pas au savant, je crains qu'il ne me comprenne pas davantage en continuant sa lecture, car je ne dirai pas autre chose que ce que je viens de dire. Sachez un livre, rapportez-y tous les autres. Voilà ma méthode. Je reste, varier l'exercice dont je parlerai. Changez leur ordre, peu importe si vous apprenez un livre et si vous y rattachez tous les autres, vous suivrez la méthode de l'enseignement universel. Ce n'est pas seulement pour commencer par les rudiments que nous nous égarons, c'est parce que nous ne savons même pas les rudiments en sortant du collège. On n'est pas savant parce qu'on a pris, on est savant que lorsqu'on a retenu. Personne ne doute de celui-là. Personne ne doute que celui-là serait très savant, qui connaîtrait un livre et qui saurait tous les commentaires auxquels il a donné lieu. Il est vrai que cette supposition est absurde dans la vieille méthode. Ce résultat ne peut être obtenu qu'à force de veille et d'années. Il est le fruit des efforts continuels, d'une mémoire qui succombe sans cesse sous le fait d'un nombre prodigieux de réflexions nouvelles, éparses, sans ordre et par conséquent sans liaison. Mais ce qui paraît impossible devient un jeu, comme quand on commence par savoir un livre. Il est aisé de s'apercevoir que tous les autres livres ne sont autre chose que le commentaire et le développement des idées contenues dans le premier. C'est cette remarque, c'est cet exercice que nous appelons tout est dans tout, qui rend facile l'acquisition d'un nombre illimité de connaissances nouvelles. N'apprenez donc jamais rien sans le rapporter au premier objet de vos études. Cet exercice doit durer toute votre vie. Si l'homme a la faculté de raisonner sur des faits, en le supposant seul sur la terre, quel fait plus digne de son attention que son semblable qui réfléchit et qui lui communique ses réflexions sur les faits dont ils sont témoins en même temps? Les pensées de l'un deviennent un nouveau sujet de pensée pour l'autre. Et quand la leçon du maître n'aurait que cet avantage, rien ne peut la remplacer, même pour les hommes de génie s'il y en a. Mais écouter n'est profitable que tandis que lorsqu'on l'on s'entend. La leçon orale est bien fugitive, le livre reste là, je puis l'ouvrir quand il me plaît, tandis que les paroles s'envolent, on ne peut plus les retrouver. J'ai souvent dit à mes auditeurs, tant que vous ne ferez que m'écouter, vous n'apprendrez rien, vous ne retiendrez rien, vous ne me comprendrez même pas. Ayez un livre commun entre vos élèves et vous, sachez-le tous, parlez alors tant qu'il vous plaira, il comprendra tout ce que vous direz. Ils le retiendront sans peine et ils iront 7, 8 fois plus vite que les autres. Si nous avions retenu tout ce que nous ont dit les 10 ou 12 discoureurs successifs que nous avons entendus parler quand nous étions petits, nous serions plus savants que qui que ce soit sur la terre. Mais autant on emporte le vent parce qu'il n'y a rien de commun entre nous. Le professeur voltige de branche en branche, ses réflexions ne se rattachent à rien de fixe dans ma tête. J'oublie ce verbiage et lui aussi, le plus souvent des savants, serait un professeur qui aurait retenu tout ce qu'il a dit ou un auteur qui saurait tout ce qu'il a écrit. Le moyen de rendre les collèges utiles serait donc d'y introduire l'enseignement universel. Alors, autre idée importante, c'est qu'il fait une comparaison entre la méthode qu'il met en avant ici, qu'il a créée, mais également
La méthode qui dit ancienne, l'autre méthode, peut-être méthode classique. Il faudrait voir exactement de quelle méthode particulièrement il parle, mais en tout cas, il fait, cette, différence où d'un côté, eh bien, l'acquisition des savoirs va être fastidieux, hem, va être, difficile, va prendre du temps. Alors qu'avec la méthode qu'il propose, ça va être un jeu d'enfant. Ça va être, c'est-à-dire il y a une capacité à aller acquérir un certain nombre de connaissances illimitées, à rattacher sur un point de départ, sur, oui, le point d'ancrage qui est le livre choisi et que l'élève, l'apprenant va pouvoir apprendre que plus que dans la méthode ancienne. Et ce qui est aussi d'intéressant et ce que j'aimerais souligner, c'est que là-dedans, alors, ça demande une, déjà, ça demande de faire un choix. C'est-à-dire de choisir quel livre quel livre on va prendre. Donc ce choix-là, il est important. Quel livre finalement on va aller, s'atteler à maîtriser, à explorer, à regarder les recoins pour ensuite, le prendre comme support et le questionner à l'intérieur de lui-même, mais aussi à l'extérieur pour pouvoir, avoir une masse d'informations critiques dans laquelle on va pouvoir développer notre expertise et développer également par la suite. Parce que c'est la suite logique quand on apprend, on produit aussi. On va produire aussi, on peut produire également d'autres méthodes, d'autres cas d'application, d'autres on peut, développer d'autres choses en tout cas ou alors produire, si ce n'est pas inventer, c'est sinon, faciliter aussi, la transmission de notre point de vue. Alors, permettre cette transmission dans des environnements où là, habituellement, cette transmission ne se fait pas aussi. Voilà, il peut y avoir différentes choses. On peut faire un podcast, on peut en faire, un écrit, puisse révolutionner aux différentes idées qu'on a eues, aux différentes, puis en y mettant notre en forgeant, on forge également notre opinion personnelle. Donc il y a cette responsabilité, il y a cette liberté et cette responsabilité de choisir un texte. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est que on ne s'enferme pas finalement dans ce texte. C'est-à-dire on dans la façon de comment on va s'y prendre, le fait que on utilise ce texte-là plutôt comme un ancrage finalement et on va pouvoir interroger le monde, on va pouvoir s'extraire aussi de ce texte. On va s'appuyer de ce texte-là pour pouvoir faire imbriquer les différentes données et s'amuser. Voilà, s'amuser, c'est un petit peu, voilà, on va regarder qu'est-ce qui concorde, qu'est-ce qui discorde, un petit peu comme, comme un enfant ferait avec la boîte à lettres où il va mettre, il va essayer de mettre les pièces pour ou bien les comme le puzzle, on va essayer de mettre là et il y a quelque chose de fascinant là-dedans. C'est un jeu et c'est un jeu qui facilite également les la compréhension et moi ça me fait penser à Une tête bien faite de Tony Bizan et Tony Bizan aussi qui parlait de cette technique de mémorisation de smash and scope. Ça va être là ici facilité pour, un certain nombre de choses, enfin un certain nombre de choses déjà par association, mais il y a aussi le fait de prendre véritablement connaissance, de prendre racine, de fait d dans un livre, enfin, de que ces livres produisent des racines chez nous. Enfin, je ne sais pas trop comment le formuler là, mais le fait d'ancrer ce savoir-là, créer ensuite, ça permet de développer des affinités aussi. Des affinités avec certaines choses qui vont, heu,
qui vont avoir des effets sur la mémoire, plutôt que d'apprendre quelque chose de manière, neutre ou de manière, voilà, catégorisée un peu comme ça, sur, chaque côté où voilà, ça va être ça, ça va être ça. Là, on va pouvoir, ouais, j'allais dire, on est comme une pieuvre où on a une marge de manœuvre qui peut être plus agréable, plus peut-être plus grande et plus flexible aussi. Et alors peut-être quelques mots sur le Smashing Scope. Le Smashing Scope, qu'est-ce qui favorise? Donc c'est en lien avec les sens, en lien avec les mouvements, les associations, mais aussi la sexualité, l'humour, l'imagination, les nombres, le symbolisme, les couleurs, l'ordre, ce qui est positif et mais également ici l'exagération. Parce que oui, on avec ce livre qu'on prend, on peut aussi théâtraliser un certain nombre de choses et se dire: «Ah mais c'est plutôt étonnant ici, qu'est-ce qui viendrait mettre à mal ça?» ou alors enfin voilà, il peut y avoir, plus on peut se poser des questions, on peut créer des histoires, on peut faire un certain nombre de choses qui va favoriser, l'apprentissage et favoriser également, notre capacité à créer nous-mêmes sur la base de ces apprentissages-là. Eh bien, le live se termine maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté ce live et je vous dis à très bientôt. C'était notre bric-à-brac.